Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la dernière partie du catabolisme du glucose. Donc, on a déjà vu jusqu'à présent des petits rappels concernant l'oxydoréduction, mais également on a vu la glycolyse et le cycle de Krebs. Donc, si ces notions ne sont pas maîtrisées, je vous conseille de retourner voir les vidéos avant d'aborder celle-ci qui va être un peu plus complexe et surtout qui va conclure les vidéos précédentes. Donc, dans cette partie, nous allons voir les phosphorylations oxydatives qui font partie donc de la chaîne respiratoire. Donc on va commencer par des rappels concernant les différentes voies métaboliques qui ont été vues précédemment. Donc on a vu que lorsque un glucose était récupéré par la cellule, il allait subir ce qu'on appelle la glycolyse, qui allait lui permettre de fournir 2 ATP. Donc l'ATP qui est une coenzyme qui va également servir de monnaie d'échange énergétique. En plus de l'ATP, avec une molécule de glucose, on obtient 2 molécules de pyruvate. Ces molécules de pyruvate vont être oxydées, puis rentrer dans la mitochondrie et subir le cycle de Krebs. Donc chaque molécule de pyruvate va permettre de fournir un GTP et un GTP fournit un ATP. Donc comme je l'ai dit précédemment, une molécule de glucose fournit 2 molécules de pyruvate. Donc 2 molécules de pyruvate vont effectuer le cycle de Krebs. Donc on va avoir 2 GTP qui peuvent fournir 2 ATP. Cependant, un organisme va consommer 40 kg d'ATP et ce uniquement pour son déplacement. Donc là, je ne parle même pas de la consommation d'ATP qui va être nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc on peut voir que effectivement, juste avec la glycolyse et le cycle de Krebs, ça va être très insuffisant pour fournir l'énergie qui va être nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Donc il y a des molécules également qui sont produites durant la glycolyse et le cycle de Krebs qu'on ne prend pas en compte pour le moment puisqu'elles ne fournissent pas de l'énergie directement, mais qui là vont intervenir dans les voies métaboliques qu'on va voir par la suite. Donc on a différentes coenzymes qui vont être produites. Donc durant la glycolyse, on a une réduction et donc ça nous permet d'avoir 2 NADH+. L'oxydation du pyruvate à la fin de la glycolyse nous permet de fournir de l'acétyl-CoA et également de réduire de nouveau une molécule de NADH+. Et de plus, pendant le cycle de Krebs, une seule molécule d'acétyl-CoA va permettre de produire 3 NADH+ et un FADH2. Petit rappel, les coenzymes, ça va être des molécules qui vont avoir un composé nucléotidique et qui vont servir de transfert. Ils vont permettre de transférer certains éléments. Par exemple, l'ATP va permettre de transférer un complément phosphate, tandis que le NADH ou le FADH2 va permettre de transférer des électrons. Donc c'est des molécules qui vont être très importantes dans les différentes voies métaboliques. On a vu ces différentes molécules qui ont été créées et pour le moment, on n'a pas la moindre idée de leur rôle dans la production d'énergie. C'est à ce moment-là que ces coenzymes vont intervenir, notamment NADH+, FADH2. NADH+, et FADH2 sont des coenzymes qui vont permettre de faire des transferts d'électrons. Et ce transport d'électrons au sein des différentes molécules de la chaîne respiratoire que l'on va voir par la suite vont permettre de faire la synthèse d'ATP par des mécanismes qui vont s'appeler des phosphorylations oxydatives. Donc pourquoi on parle de phosphorylation oxydative? C'est parce que phosphorylation vient du fait qu'on va phosphoryler un ADP, donc adénosine diphosphate qui contient 2 groupements phosphate, pour produire de l'ATP, donc adénosine triphosphate. Et oxydative, ce terme va venir du fait que ça va être différentes réactions d'oxydoréduction qui vont permettre de fournir l'énergie qui va être nécessaire à la synthèse de l'ATP. Donc petit rappel sur la structure de l'ATP, où on voit donc la base nucléotidique en vert, le groupe, la base nucléotidique en vert. On voit également le sucre qui est donc ici un pentose qui est en noir et les 3 phosphates qui vont être associés en fin de molécule. Petit rappel également sur l'oxydoréduction. Donc l'oxydant va être réduit parce qu'il va gagner des électrons et l'élément réducteur compris dans la réaction va être oxydé lorsqu'il va perdre des électrons. Très brièvement, pour reprendre un petit peu
La phosphorylation oxydative, donc là pour le moment on va la voir de façon très générale, on va développer un petit peu par la suite. Donc la phosphorylation, ou plutôt les phosphorylations oxydatives vont se faire dans la mitochondrie. Donc la mitochondrie, ça va être un organite que l'on retrouve dans les cellules eucaryotes, donc dans nos cellules. C'est un ancien prokaryote, donc une ancienne bactérie qui a été récupérée par la cellule par un phénomène qui s'appelle l'endosymbiose. Cet ancien prokaryote, cette mitochondrie, a un rôle indispensable puisque c'est elle qui va permettre de fournir l'ATP grâce à ces crêtes mitochondriales qui se trouvent au niveau de la membrane interne. Donc la mitochondrie a deux membranes, la membrane externe, la membrane interne. Entre les deux, on trouve un espace intermembranaire. Et la membrane interne va être équipée de petites crêtes qui vont être donc les crêtes mitochondriales. L'intérieur de la mitochondrie va être appelé matrice. Donc rapidement, la glycolyse, pour rappel, elle va se dérouler dans le cytosol. Par la suite, l'oxydation de pyruvate va se faire au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Le cycle de Krebs va se faire au niveau de la matrice mitochondriale. Et enfin, les phosphorylations oxydatives vont se faire grâce à différents complexes protéiques que l'on va retrouver au niveau des crêtes mitochondriales. Donc ces différents complexes sont retrouvés ici. Ils se trouvent bien au niveau des crêtes. Il y en a plusieurs qui vont être retrouvés donc, au sein de la mitochondrie, puisqu'on va retrouver forcément plusieurs crêtes. Et donc, ces différents complexes vont être des complexes protéiques. Ils sont au nombre de 5, avec le complexe 1, 2, 3, 4. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Et ensuite, le dernier qui va particulièrement nous intéresser, qui est l'ATP synthase. Donc, on va voir un petit peu plus en détail ces différents complexes qui vont donc nous permettre de faire la phosphorylation oxydative et donc de produire de l'ATP à partir de nos coenzymes NADH, H+, et FADH2. Donc je vous rappelle, on est au niveau des crêtes mitochondriales, donc on se trouve entre la matrice et l'espace intermembranaire. La matrice étant donc au centre de la mitochondrie, et l'espace intermembranaire va être l'espace qui va séparer les deux membranes internes et externes de la mitochondrie. Donc tout commence par l'arrivée d'un NADH+, qui va perdre ses électrons, ou plutôt qui va les transmettre au niveau du complexe 1. Ici, on a donc une oxydation du NADH+, et cette oxydation va être exergonique. Elle va donc permettre d'avoir de l'énergie. La réduction qui a permis d'obtenir le NADH+, dans les différentes voies métaboliques comme la glycolyse ou le cycle de Krebs qu'on a vu précédemment, étaient des réactions qui étaient donc endergoniques, qui nécessitaient de l'énergie. Donc là, l'oxydation du NADH+ va apporter de l'énergie. Ces électrons vont être récupérés par le complexe 1, qui est également appelé le NADH déshydrogénase. Donc le NADH déshydrogénase est une protéine qui est également appelée une flavoprotéine. Elle va contenir ce qu'on appelle un groupement prostétique qui est une partie qui est non protéinique. Il va y avoir ici un transfert d'électrons. Donc le NADH+ va donner ces électrons à notre flavoprotéine qui est donc au niveau de notre complexe 1 qui va elle-même donner ces électrons à une autre protéine qui contient un atome de fer et un atome de soufre. Donc lorsque ces électrons vont être transportés tout au long du complexe 1, cela va libérer de l'énergie. Et cette énergie libérée va permettre de transporter des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce transport de protons a besoin d'énergie pour se faire. Pourquoi ? Parce que là, les protons sont transportés contre leur gradient de concentration. Les ions vont être transportés en fonction de leur gradient de concentration, c'est-à-dire qu'ils vont de là où ils sont le plus concentrés vers là où ils sont le moins concentrés. Donc, dans notre cas de figure, ici, les H+ vont à l'inverse de leur gradient de concentration, c'est-à-dire qu'ils vont de la matrice vers l'espace intermembranaire,
alors qu'ils sont en plus grande concentration dans l'espace intermembranaire. S'ils suivaient leur gradient de concentration, ils feraient l'inverse. Sauf que là, ils ne suivent pas leur gradient de concentration, ils vont de là où ils sont le moins concentrés vers là où ils sont le plus concentrés. Et donc, pour faire ce phénomène, il y a nécessité d'avoir de l'énergie. Donc, cette énergie apportée par le transport d'électrons. Ces électrons que l'on retrouve au niveau du complexe 1 vont ensuite être transmis à une molécule lipidique qui va être la coenzyme Q ou ubiquinone. Cette coenzyme Q va accepter à chaque fois 2 électrons. Et il va y avoir 2 donneurs d'électrons possibles au niveau de la phosphorylation oxydative. Donc on a le complexe 1 qu'on vient de détailler qui récupère les 2 électrons du NADH H+, et on a le complexe 2 qui va récupérer également 2 électrons qui vont provenir de FADH2 que l'on a obtenu avec le cycle de Krebs. D'ailleurs, l'enzyme qui est contenue par le complexe 2 est la succinate déshydrogénase, et c'est une enzyme que l'on retrouve également au niveau du cycle de Krebs. Donc les 2 coenzymes NADH H+ et FADH2 sont toutes les 2 oxydées, libèrent donc des électrons et de l'énergie, et ces électrons sont à chaque fois transportés 2 par 2 par des coenzymes Q. La coenzyme Q ou ubiquinone, c'est des molécules donc lipidiques qui vont être connues notamment pour leur effet antioxydant. C'est des molécules qu'on va retrouver notamment dans les crèmes anti-rides et que l'on va retrouver notamment dans les régimes adaptés pour lutter contre le vieillissement. C'est des molécules qu'on retrouve notamment, qui sont particulièrement présentes dans le régime alimentaire des centenaires japonais. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a un petit peu mis en évidence le rôle antioxydant de cette molécule, donc notamment dans l'huile et dans le poisson. Par la suite, notre coenzyme Q a récupéré ces électrons et va les transmettre au complexe 3, donc un autre complexe protéique. Petit détail dont il faut se souvenir, seul le complexe 1 ici, entre le complexe 1 et le complexe 2, il n'y aura que le complexe 1 qui va permettre de transporter des électrons vers l'espace intermembranaire. Le complexe 2 n'en est pas capable. Notre coenzyme Q va donner ces électrons au complexe 3 et ils vont être récupérés également par une molécule qui s'appelle un cytochrome C. Donc les cytochromes C, ça va être également des protéines qui vont contenir un groupement M qui va être très semblable à celui de l'hémoglobine qui a déjà été vu, sauf que pour l'hémoglobine, ça va être de l'oxygène qui va être retenu, tandis que là, ça va être des électrons. Donc à la différence de la coenzyme Q, le cytochrome C va accepter les électrons un par un. Donc le transfert d'électrons va se faire entre le complexe 3 et le complexe 4 grâce à notre cytochrome C. Et on peut voir également qu'au niveau des complexes 3 et du complexe 4, on va avoir également transport de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc de nouveau, on va avoir un transport de protons qui va se faire contre leur gradient de concentration. Donc de nouveau, cela nécessite de l'énergie. Cette énergie est encore apportée par les transferts d'électrons. Donc ensuite, les électrons vont rencontrer leur accepteur d'électrons final qui va être l'oxygène. C'est pour ça qu'on parle de la chaîne respiratoire en lien avec la molécule d'oxygène qui va ensuite être réduite et fournir des molécules d'eau. Toute cette partie ici concerne la chaîne de transport d'électrons. C'est la première partie de la phosphorylation oxydative où on peut voir donc que tous nos coenzymes que nous avons produits dans le cycle de Krebs et dans la glycolyse et lors de l'oxydation du pyruvate vont libérer leurs électrons, vont être oxydés de façon à permettre que les protons soient libérés dans l'espace intermembranaire à l'inverse de leur gradient de concentration. Donc une fois que les électrons ont permis de réduire leur accepteur final qui est dit oxygène, leur rôle est terminé. Donc ici, tous les protons en excès vont donc revenir au niveau de la matrice et vont donc quitter l'espace intermembranaire.
lorsqu'ils vont revenir, ils reviennent uniquement par une molécule qui s'appelle l'ATP synthase. Donc l'ATP synthase, c'est une sorte de molécule qui va tourner sur elle-même. Ce mouvement de rotation est permis grâce aux protons qui vont passer de l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale. Ce mouvement qui va se faire au niveau de l'ATP synthase va libérer l'énergie. Et cette énergie va être nécessaire pour permettre d'avoir de l'ADP qui va être ensuite phosphorylé pour avoir de l'ATP. Et donc c'est de cette façon qu'on va avoir notre ATP qui va être produit par un mécanisme qu'on appelle ici donc la chimio-osmose. Donc chimio, pourquoi? Parce qu'on va avoir notre ADP plus PI qui va fournir de l'ATP. Donc on va avoir ici une phosphorylation qui va se faire, donc un mécanisme chimique, qui va être couplé, qui va donc pouvoir se faire uniquement grâce à l'énergie qui va être libérée par le déplacement des protons et qui va se faire par osmose. C'est-à-dire que les H+ vont rejoindre la matrice parce qu'ils suivent leur gradient de concentration. Et le fait qu'ils rejoignent la matrice, c'est ça qui va permettre d'avoir de l'énergie pour l'ATP synthase et donc d'avoir la phosphorylation de l'ADP pour fournir de l'ATP. Donc chimio pour la réaction chimique et osmose pour le mécanisme osmotique où les H+ reviennent dans la matrice car ils suivent leur gradient de concentration. Ils vont donc se déplacer par phénomène d'osmose. Pour conclure, quant au bilan de la chaîne respiratoire et donc au bilan de toutes les voies métaboliques qu'on a vues jusqu'à présent. Première chose à noter, 3 ATP vont être fournis à chaque fois qu'on va oxyder un NADH H+, tandis que seulement 2 ATP vont être fournis lorsqu'on va oxyder FADH2. Donc si on reprend au fur et à mesure, on a au tout début notre glycolyse qui va libérer 2 ATP et 2 NADH H+. Donc en tout, on va avoir 8 ATP qui vont être libérés lors de la glycolyse. Par la suite, on a l'oxydation du pyruvate au niveau de la mitochondrie. On a donc 2 NADH H+ qui vont être libérés et qui va donc fournir 6 ATP. Au niveau de la matrice mitochondriale, on trouve le cycle de Krebs qui va libérer 2 GTP, 6 NADH H+, 2 FADH2 et donc au total, on va avoir 24 ATP. Petite précision, à chaque fois je parle en partant d'une molécule de glucose. Donc je rappelle, une molécule de glucose donne 2 molécules de pyruvate qui vont donc être chacune oxydées. Et chacune de ces molécules de pyruvate oxydées, donc l'acétyl-CoA, va rentrer dans le cycle de Krebs. Et chacune vont suivre le cycle de Krebs pour ensuite, après, fournir les différents éléments qui vont alimenter la chaîne respiratoire. Donc au final, lorsque on a une molécule de glucose, on va récupérer 38 ATP qui sont donc formés par des mécanismes de phosphorylation oxydative.